La première phase d'industrialisation. Ses principales caractéristiques. C'est au sud-ouest de Montréal, en bordure du canal de la Chine, que débute la première phase d'industrialisation au Canada. Au milieu du 19e siècle, Montréal est la ville la plus prospère et la plus peuplée des colonies britanniques d'Amérique du Nord. Sa situation géographique lui permet en effet d'être au cœur du réseau de transport maritime de la colonie et, par conséquent, des échanges commerciaux avec la métropole. Les manufactures y sont toutefois peu nombreuses, car l'économie coloniale repose surtout sur l'exportation de matières premières comme le bois et le blé. Quant aux produits manufacturés, ils sont pour la plupart importés du Royaume-Uni, la plus grande puissance industrielle de l'époque. À la fin des années 1840, un changement de cap dans les politiques de la métropole va cependant forcer la colonie à réorienter son économie, la faisant entrer, du même coup, dans une première phase d'industrialisation. Dès 1846, le Parlement de Londres décide en effet d'abolir plusieurs lois protectionnistes. Pourquoi? Afin de favoriser le libre-échange, tant au Royaume-Uni que dans le reste de l'Empire britannique. Ce changement de politique prive les colonies des tarifs préférentiels qui leur permettaient, depuis la conquête, de vendre leurs matières premières à bon prix et d'importer, à moindre coût, des produits britanniques. En adoptant le libre-échange, le Royaume-Uni cesse de soutenir ses colonies. Celles-ci doivent désormais assurer elles-mêmes leur développement économique. Pour y parvenir, le Canada choisit de s'industrialiser, notamment parce qu'il en a les moyens. La puissante bourgeoisie d'affaires canadienne-anglaise de Montréal a, en effet, accumulé d'énormes capitaux grâce au commerce des fourrures, puis du bois. Très influente tant au sein du gouvernement colonial que dans les grandes institutions financières, comme la Banque de Montréal, elle décide, en premier lieu, d'investir dans la construction d'un réseau de transport continental, maritime et terrestre. Dès 1848, on termine l'élargissement du canal de la Chine et la construction de nouvelles écluses pour, d'une part, faciliter le passage des navires et, d'autre part, fournir de l'énergie hydraulique aux manufactures qui s'installent en bordure du canal. En 1851, on entreprend le dragage du Saint-Laurent, entre Québec et Montréal. En d'autres mots, on creuse le fond du fleuve pour permettre le passage des grands navires qui arrivent de l'océan Atlantique. Dès lors, Montréal détrône Québec comme principal port de la colonie. En 1852, on entame aussi la construction du chemin de fer du Grand Tronc, qui relie tout d'abord Montréal à Toronto, puis à Québec et aux États-Unis grâce au pont Victoria, inauguré en 1860. Forte de ses infrastructures et de ses manufactures toutes neuves, Montréal s'impose rapidement comme la capitale économique et industrielle du Dominion du Canada. En bordure du canal de la Chine, on dénombre, en 1896, plus de 500 usines et manufactures, dont une raffinerie de sucre, des moulins à farine, des chantiers maritimes, des usines ferroviaires, des fonderies, des scieries, des filatures, une usine de production de gaz naturel, ainsi qu'une première centrale électrique alimentée au charbon. Ce charbon, importé de Nouvelle-Écosse, des États-Unis et de Grande-Bretagne, remplace graduellement l'énergie hydraulique, non seulement parce que c'est une source d'énergie plus efficace, mais aussi parce que la plupart des industries utilisent désormais des machines à vapeur, alimentées au charbon, pour augmenter leur productivité. L'introduction de ces machines accélère la mécanisation et la division du travail dans les manufactures. La production artisanale, où la plupart des tâches sont manuelles, passe alors à une production industrielle, où un grand nombre de tâches sont réalisées à l'aide de machines-outils. Cette mécanisation de la production permet de fabriquer beaucoup plus de produits en beaucoup moins de temps. Elle permet également de diviser les tâches à accomplir en une succession d'étapes. Dans les manufactures, chaque travailleur fabrique désormais une partie du produit final seulement. Les propriétaires d'usines peuvent ainsi engager des ouvriers non qualifiés à moindre coût,
ce qui leur permet d'augmenter leurs profits. La première phase d'industrialisation donne naissance à une nouvelle classe sociale, la classe ouvrière. Vers 1896, elle est principalement formée d'immigrants irlandais et d'agriculteurs canadiens-français qui, depuis le début de l'exode rural, migrent vers les villes dans l'espoir d'y trouver du travail. La plupart des ouvriers travaillent de 60 à 70 heures par semaine, 6 jours sur 7. Mais un seul salaire suffit rarement à subvenir aux besoins de toute une famille. Le travail des femmes et des enfants est donc chose courante, en particulier dans les filatures et les manufactures de chaussures et de vêtements. La prospérité économique que génère le capitalisme industriel ne profite donc pas à tout le monde. En cette fin de 19e siècle, les écarts de richesse ne cessent en effet de se creuser entre la bourgeoisie d'affaires et une classe ouvrière qui, déjà, commence à revendiquer ses droits.